Les animés ont une place particulière pour moi cette année, la plus petite de toutes. Mais j'en ai quand même regardé un certain nombre et j'ai eu pas mal de bonnes surprises. Mais comme j'ai pas forcément beaucoup regardé, je vais aussi me permettre de parler des choses que j'ai pas forcément appréciées, ou qui m'ont déçu à un certain moment. J'espère que ça vous plaira, c'est l'heure de la troisième partie de cette série sur mes découvertes de cette année 2024. Pour démarrer cette vidéo, je vais parler du tout premier animé que j'ai regardé cette année. Pour le contexte, j'avais un très long trajet en train à faire, et je décide de lancer un animé dont j'ai entendu du bien, et qui est le remake d'un animé assez connu des années 90. Trigun Stampede a été instantanément un de mes coups de cœur. Personnellement, j'avais une certaine appréhension quant à l'utilisation de la 3D. Il faut reconnaître que parfois, c'est mal utilisé, et c'est très différent du style de l'animé original. Et je me souviens que j'avais pas été le seul. À la sortie du premier trailer, ça avait fait débat sur les réseaux sociaux. Mais pas d'inquiétude, le rendu est excellent. La direction artistique, si elle peut paraître un peu particulière, est toutefois assez cohérente dans l'ensemble et elle sert une histoire incroyablement touchante. Trigun raconte l'histoire de Vash, un bandit recherché à travers toute une planète pour des actes terroristes. Mais la vérité, c'est qu'il est à la recherche de son frère jumeau, qui est le vrai responsable de ce pourquoi on l'accuse. L'anime raconte son périple et nous raconte son histoire, ses erreurs passées, son fardeau et son éternelle quête de rédemption. De ce que j'ai compris, les scénaristes de Trigun Stampede ont décidé de s'éloigner légèrement de l'histoire originale. J'ai pas regardé l'anime de 98, mais c'est ce que j'ai pu lire dans les interviews du studio. Mais j'ai trouvé que la version de 2023 arrivait parfaitement à appuyer sur la profondeur du personnage de Vash. Il avance dans la vie avec le poids de ce qu'il a pu faire, et il va essayer de réparer tous les dégâts qu'il a pu causer. Il avance avec des idéaux qu'on pourrait considérer comme très naïfs, il veut que toute l'humanité vive en harmonie, quitte à rester le bouc émissaire de toute une population, mais il est infiniment touchant. Certains autres personnages ont aussi une histoire tragique, comme celle de Wolfwood, qui montre à quel point l'humanité peut être mauvaise. Même si vous avez connu l'anime original ou le manga, je vous conseille vraiment de regarder Trigun Stampede, vous pourriez être très surpris. Ok, maintenant on va parler d'un anime que j'ai trouvé bon dans les premiers épisodes, mais qui m'a très fortement déçu dans son final. J'avais évoqué le cas de My Home Hero dans ma vidéo sur les fins, et j'avais dit à cette époque que certaines intrigues avaient été rushées, et qu'on n'avait aucun indice sur le destin de certains des personnages. Pourtant, l'anime partait très bien et le synopsis était intéressant. Un père de famille décide d'éliminer le petit copain violent de sa fille, et va devoir couvrir son meurtre tout au long de l'histoire. Il se trouve que sa victime est le fils du boss d'une organisation criminelle, donc il va devoir se servir des connaissances qu'il a obtenues à travers ses lectures de romans policiers pour protéger sa famille. L'intrigue se suit sans problème pendant les 3/4 de l'anime, mais quand viennent les 2 ou 3 derniers épisodes, tout s'effondre. J'ai eu l'impression que certains persos étaient devenus gênants pour le grand final, et que l'auteur, ou les scénaristes de l'anime, je sais pas, ont décidé de se débarrasser d'eux en les écartant purement et simplement, sous des prétextes un peu superficiels. J'ai quand même voulu le mettre dans mes animés de 2024 parce que j'ai apprécié le déroulé de l'anime avant cette fin. Et peut-être que vous aurez une autre impression que la mienne si vous décidez de lui donner une chance. Cette fois, on va parler d'un premier visionnage et d'un revisionnage à la fois. La saison 4 de Wakfu est sortie cette année et pour cette occasion, j'ai décidé de me refaire les 3 premières saisons. Je connaissais les 2 premières quasiment par cœur, mais bizarrement j'avais assez peu de souvenirs de la 3e, peut-être parce qu'elle passait un peu moins à la télé que les 2 autres. J'ai aussi revisionné les 3 OAV qui font le lien entre la saison 2 et 3, et sans aucune surprise, j'ai trouvé que le dessin animé n'a pas du tout vieilli. C'est encore plus impressionnant quand on sait comment ont été animés les premiers épisodes. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Wakfu, mais je vais faire un rappel rapide. Les studios d'Ankama ont pendant longtemps animé la série sous Flash, avec un système de marionnettes dont il fallait bouger les bras et les jambes à chaque image. Pourtant, ça n'a pas empêché le studio de nous pondre des classiques dès la saison 1. Le combat Nox contre Grugal Oragran que vous voyez à l'écran, c'est sorti en 2009. Et ça me fait juste penser comment à cette époque, aucun studio n'arrivait à leur cheville en France. Il est même sûrement responsable en partie de la réputation de la France en matière d'animation. Aujourd'hui, ils ont quand même modernisé un peu leur méthode en y impliquant des scènes qui sont dessinées image par image. Wakfu a atteint le rang d'anime culte avant même la saison 4 qui est sortie cette année, mais cette dernière fait largement honneur aux précédentes. Elle est la suite directe du climax de la fin de la saison dernière, ce qui est une première dans la série, et elle marque enfin un terme à la quête d'Hugo de rechercher ses origines. On y retrouve certains personnages qu'on a vus les saisons précédentes, et j'ai vraiment apprécié tout le long de cette saison 4. Un peu après la diffusion du dernier épisode, la saison 5 de la série a été annoncée, mais cette fois j'ai un peu peur que ce soit celle de trop. J'ai totalement confiance dans la capacité des scénaristes et des animateurs de faire quelque chose d'intéressant, mais entre la conclusion et le manga La Grande Vague qui paraît en ce moment, j'ai un peu peur qu'elle soit inutile dans la chronologie de la confrérie du tofu. On verra bien si j'ai tort ou non, mais en attendant je vous recommande de découvrir cet univers si vous n'avez jamais vu Wakfu. Les 4 saisons et les 3 OAV sont sur ADN si ça vous intéresse. Ok, on va passer à un animé beaucoup plus léger maintenant. Bocchi the Rock est une vraie pépite d'humour sous toutes ses formes, autour d'une fille complètement repliée sur elle-même qui rêve de créer un groupe de rock. Elle va réussir un peu malgré elle, mais la vie de tous les jours est une épreuve pour elle, puisqu'elle a peur d'absolument tout. La saison 1 de l'anime nous raconte le début de son combat, elle qui ne sortait jamais de sa chambre avant. Bocchi the Rock est un mélange de plein de choses différentes, et il y a plus d'une raison de s'y intéresser.
L'introversion de Bocchi qui la rend super attachante, mais aussi le lien qu'elle entretiendra avec les autres membres de son groupe, ou tout simplement la vision de l'art qui nous est présentée. Bocchi sera encouragée à s'exprimer comme elle le souhaite à travers sa musique, comme si c'était un remède contre sa peur du monde, un moyen de parler et de dire ce qu'elle veut à sa manière. La phobie sociale de Bocchi est évidemment le gag le plus présent de l'anime, mais j'ai aussi adoré les clins d'œil aux autres œuvres, surtout la position de Bocchi qui fait référence à celle de Yamcha dans DBZ. L'anime est aussi bon dans le fond que dans la forme, foncez le voir si c'est pas fait. C'est sûrement un des animés les plus populaires de cette année, et je suis très content qu'il l'ait été, parce qu'il en dégage une empreinte assez unique. Frieren est un animé qui a le don de prendre son temps. Entre la première aventure de l'elfe avec ses compagnons qui nous est racontée, la mort du héros qui dirigeait ce groupe, et la décision de la mage de repartir en voyage avant d'accepter de prendre une humaine en tant qu'apprenti. Frieren possède une très bonne qualité d'animation, mais il faut aussi rendre justice à l'histoire en elle-même. Le manga et l'anime mettent l'accent sur le voyage. Au final, peu importe la destination, l'œuvre arrive à mettre en valeur les péripéties, qu'il s'agisse de combats, mais aussi de l'évolution de la relation entre les personnages, ou la découverte d'endroits de ce monde qu'on ne connaît pas. Oui, il y a des épisodes qui ne font pas avancer spécialement l'intrigue, mais on apprend à connaître un peu plus ceux qui la vivent, et comment ils perçoivent le monde. Alors on se contente de profiter de l'instant présent. L'univers s'étoffe petit à petit, et on se rend compte du rôle qu'a joué Frieren dans tout ça. Son espérance de vie plus longue que les autres espèces la rend insensible à beaucoup de choses. Logique puisqu'elle a vécu plus de choses que n'importe qui, mais malgré tout, elle continue à explorer le monde et elle découvre encore des choses. J'ai été attiré par Frieren dans un premier temps parce que j'aime les mondes de Medieval Fantasy, et j'avais vu quelques scènes des premiers épisodes. Je m'attendais pas à ça, mais je suis clairement pas mécontent. La saison 1 est incroyable sur beaucoup d'aspects, et je suis content du niveau de son adaptation. Il est même possible que je me penche sur le manga avant la sortie de la saison suivante. Une des premières vidéos de la chaîne cette année abordait l'anime Samurai Champloo, un anime que j'avais découvert une fois n'est pas coutume par son aspect musical. Je suis un grand fan de Nujabes, et j'ai appris qu'il avait composé pour une série d'animation dans le début des années 2000. Je commence à regarder et j'ai autant été surpris par la musique que par ce que Samurai Champloo me racontait. D'un simple voyage à la recherche d'un personnage mystérieux, un groupe de 3 personnes qui ne se connaissent pas vont vivre des choses qui vont les rapprocher malgré eux. Et nous, on va apprendre à les connaître. Certains épisodes se concentrent sur un personnage en particulier, certains les mettent dans des situations improbables, on n'oubliera jamais l'épisode du match de baseball, tout ça dans un univers qui mélange Japon médiéval et ambiance rap hip-hop. Ça se ressent un peu partout dans tous les aspects de la direction artistique d'ailleurs. Le chara-design des personnages et leur chorégraphie pendant les combats contribuent à leur identité. Mugen se bat de façon sauvage, avec un mélange de combat au sabre et de capoeira, et Jin est un samouraï qui a un style un peu plus académique, avec moins de cabrioles et plus de technicité. Mais au final, peu importe les combats, tous ont bénéficié d'un travail en amont. On peut parler de la chorégraphie, ou bien la façon de combattre de chacun des adversaires de Mugen et Jin. Si jamais vous avez vu Samurai Champloo et que vous vous souvenez de l'aveugle, vous comprenez sûrement de quoi je veux parler. La direction artistique de cet anime est vraiment impressionnante. Tout arrive à retranscrire le monde qui oscille entre modernité et ère médiévale japonaise. La bande originale mélange jazz et hip-hop pour donner une ambiance propre à l'anime, quelque chose qui ne pourra jamais être copié. Samurai Champloo a été une vraie bonne surprise, avec des personnages qui sont humains, qui ont leurs failles, mais qui avancent malgré tout pour essayer de les combler. Si jamais vous n'avez pas vu l'anime, foncez le voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas particulièrement découvert beaucoup d'animés cette année, mais c'est pas parce que j'ai rien trouvé à regarder ou parce que je suis lassé de ce média. Au contraire, j'ai quand même eu de très bonnes surprises, je vous promets que je vais un peu plus me pencher dessus en 2025. Et je vous invite même à me donner vos recommandations d'animés que vous aimez et dont vous aimeriez bien que je parle. Comme avec les autres œuvres que j'ai présentées depuis le début de cette série sur mes rétrospectives, je vais toujours essayer de jongler entre les nouveautés d'un côté, je sais qu'il y a de bonnes choses chaque saison, c'est juste que je regarde jamais, et les classiques de l'autre. J'ai parlé de Watanabe, et je pense que je vais pas tarder à m'intéresser à Cowboy Bebop par exemple, ou à Lazarus qui doit sortir en 2025. J'ai hâte de voir vos suggestions en commentaire, et en attendant je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière partie de cette rétrospective sur les jeux vidéo.